Il y a 5000 ans, bien avant que les Égyptiens bâtissent les pyramides, un peuple mystérieux a créé quelques-uns des plus grands monuments de l'âge de pierre. Pendant plus de 3000 ans, ces tribus païennes des îles britanniques vont construire des villages de pierre comme Skara Brae, des tumulus comme celui de Mess Howe, des monticules de craie et de terre tels la mystérieuse Silbury Hill, ainsi que le plus célèbre des monuments néolithiques d'Europe, Stonehenge. Ces hommes vont solliciter toute leur ingéniosité pour transporter d'énormes blocs de pierre sur des kilomètres et inventer des techniques pour marquer le passage des saisons avec une étonnante précision. Ils n'ont laissé aucune trace écrite. Aussi, peu d'indices nous sont parvenus sur la façon dont ils ont construit ces édifices extraordinaires. Malgré tout, 5000 ans de témoignages de leurs œuvres sont encore visibles. Nos experts vont tenter de décoder le mystère de ces monuments pour nous les montrer tels qu'ils étaient à l'époque de leur construction, il y a des milliers d'années. L'accès à la tombe est difficile, salissant et incommode. On entre dans cet autre monde à quatre pattes, la tête baissée en signe d'humilité. Grâce à des méthodes de modélisation de pointe et à la lumière des découvertes récentes, la civilisation des peuples païens de Grande-Bretagne peut enfin renaître sous nos yeux. Au large du nord de l'Écosse, là où l'océan Atlantique rencontre la mer du Nord, l'archipel des Orcades égrène ces îles lointaines et inhospitalières. Pourtant, un peuple a vécu sur ces terres depuis l'aube des temps et a laissé derrière lui quelques-uns des exemples les plus marquants au monde de construction datant de l'âge de pierre. C'est ici que se sont fixés il y a 6000 ans des chasseurs-cueilleurs nomades. Ils ont cultivé la terre et sont devenus fermiers. On ne sait que peu de choses de leur vie quotidienne, à part quelques indices trouvés dans les ruines qui subsistent. Des cercles de pierre marquant le passage des cycles de l'année solaire. Des tombes conçues pour que les vivants puissent entrer en contact avec le monde des morts. Peuple païen, c'est ainsi que nous appelons ceux qui ont construit ces ouvrages. Mais comment se dénommaient-ils? Nous ne le saurons peut-être jamais. Ce qui est sûr, c'est que leurs croyances ont poussé les païens des Orcades à réaliser des prouesses architecturales bien avant que les Grecs ou les Romains n'érigent leurs grands édifices. On a longtemps ignoré à quoi ressemblaient ces monuments préhistoriques en leur temps, car toute trace de ces peuples est demeurée perdue ou cachée pendant des siècles. Jusqu'à un hiver de 1850, où une violente tempête vient frapper les côtes des Orcades. Dans un lieu appelé Skara Brae, le vent et la mer arrachent l'herbe qui recouvre un monticule sur le rivage. Lorsque la tempête s'éloigne, les habitants des environs découvrent des ruines qui émergent du sable. Ce sont les vestiges d'un village datant du néolithique. Pour l'archéologue Erika Gutmann, le site de Skara Brae est bien plus que de simples ruines. C'est une porte ouverte vers un monde disparu. C'est un site absolument stupéfiant. En principe, les archéologues étudient des restes éphémères par nature. Nous crapahutons partout à la recherche de traces infimes, alors que là, nous avons tout un village néolithique à notre disposition et non pas de simples structures isolées. Selon les datations effectuées, ces constructions remontent à environ 5000 ans, soit plusieurs siècles avant les pyramides égyptiennes. La plupart des habitations néolithiques étaient en bois et ont donc disparu depuis bien longtemps. Mais l'archipel des Orcades étant presque entièrement dépourvu d'arbres, celles-ci ont été bâties en pierre. Sous mes pieds, vous voyez des dalles de roches sédimentaires constituées de fines couches de sédiments qui se sont agrégées lors de leur séjour sous l'eau. C'est une roche qui se brise en pierre plate. Et les hommes de cette époque se sont naturellement servis de ce matériau qu'ils avaient à portée de main pour préserver le précieux bois de chauffage. 8 maisons circulaires composent le village de Skara Brae. Elles sont construites en pierre sèche, assemblées sans mortier.
La technique des murs en pierre sèche est très efficace et très solide, puisque ces murs sont encore debout après 5000 ans. On ne peut pas en dire autant des constructions modernes. Toutes ces habitations répondent au même schéma de base. Au centre, le foyer. Contre le mur face à l'entrée, ce que les archéologues pensent être un meuble de stockage en pierre. Et contre les autres murs, des structures qui pourraient avoir accueilli des lits clos. On ignore exactement le nombre de personnes qui partageaient le même toit. Mais on pense qu'il s'agissait de familles étendues, vivant dans une grande promiscuité selon nos critères modernes. Il s'agissait en tout cas d'une communauté très soudée, dont les liens étaient profondément renforcés par l'habitat. Les maisons étaient d'ailleurs reliées entre elles par de basses allées recouvertes de pierre. Elles permettaient de passer d'un foyer à l'autre sans mettre un pied à l'extérieur. L'historien Ronald Hutton s'est plié en deux pour pénétrer dans ce dédale et découvrir la raison d'être de ce réseau. Ces longs passages surbaissés qui mènent aux maisons avaient une double utilité. D'abord, ils servaient à signifier aux visiteurs qu'il approchait d'un espace privé. Ensuite, pour un assaillant, il était peu engageant d'avoir à crapahuter dans ces allées, la tête en avant, en risquant de se faire décapiter ou assommer à l'autre bout. Le détail le plus frappant de ces maisons est leur aménagement. À première vue, on les croirait creusées dans le sol. Mais ce n'est pas le cas. En fait, le village tout entier est niché dans un amas de déchets solides, abandonnés par d'anciens habitants des lieux. Ces amas ou cendrières étaient, si vous voulez, des dépotoirs préhistoriques. Les gens y entassaient les cendres du foyer et les restes de cuisine. Il faut savoir qu'ils triaient leurs ordures. Les déchets les plus nauséabonds étaient stockés à l'extérieur du village. Les excréments humains et d'animaux, par exemple. Tandis qu'au milieu du village, ils entassaient les déchets plus propres, entre guillemets. Cette forme de recyclage présentait de grands avantages. Les maisons construites dans ces amas bénéficiaient des qualités isolantes de ces détritus qui, une fois mélangés à de l'argile, assuraient aussi la stabilité de l'édifice. Ces habitations sont si bien conservées qu'on peut comprendre comment elles ont été bâties. Regardez les murs, ils sont légèrement incurvés vers le haut, ce qui laisse penser qu'ils se rejoignaient pour former un dôme. Mais on penche plutôt pour une toiture avec des traverses de bois ou des fanons de baleine recouverts d'un tapis végétal. Nous pouvons aujourd'hui visualiser ces maisons telles que ce peuple mystérieux les a édifiées il y a 5000 ans. Toutes adoptent le même plan simple, organisé autour d'une pièce unique d'environ 40 mètres carrés. Un buffet en pierre fait face à la porte d'entrée et 2 lits occupent chacun un côté de la pièce, tandis qu'au centre, un grand foyer diffuse sa chaleur. Les murs légèrement concaves rejoignent des poutres de toit recouvertes de mottes de terre. Niché dans un amas de déchets et sillonné de passages, le village devait apparaître comme un petit tertre surmonté par les toits végétalisés des habitations. Les païens qui ont vécu dans ces demeures ont certainement participé à la construction d'un des monuments préhistoriques les plus déconcertants des Orcades, le cercle de Brodgar. Cet immense anneau de pierre à 11 km du site de Skara Brae fait partie de ce qu'on appelle des cromlechs. C'est un cercle de mégalithes délimité par une levée de terre et un fossé adjacent. Celui de Brodgar compte parmi les plus grands. Pour moi, il est évident que ces grands espaces servaient à accueillir beaucoup de monde. Il est pratiquement certain que des personnes se réunissaient en grand nombre au centre du cercle, à des moments précis de l'année, comme les grandes fêtes saisonnières par exemple. C'était l'occasion d'échanger des idées, de célébrer des rites, de faire du commerce ou de trouver chaussures à son pied.
Comment ce peuple de l'âge de pierre a-t-il réussi à bâtir un monument aussi grand sans l'aide d'outils modernes? Lorsque l'on sait que creuser le fossé qui l'entoure a nécessité d'enlever 11 000 tonnes de déblais, assez pour remplir 2 piscines olympiques, il y a de quoi être stupéfait. Un tel projet a dû mobiliser des bâtisseurs chevronnés sur une très longue période. Aujourd'hui encore, leur motivation nous laisse perplexes. Pourquoi un tel monument? Que représentait-il? La disposition de ces pierres en cercle est très significative, car il y a environ 5000 ans, les habitants des îles britanniques ont développé une fascination pour les formes circulaires. Sans doute parce qu'ils ont remarqué que la ligne d'horizon formait un cercle naturel autour d'eux. Ils ont peut-être voulu reproduire ce qu'ils voyaient. Le cercle de Brodgar est peut-être une représentation du paysage de l'île principale des Orcades. Ces mégalithes proviennent de tous les coins de l'île et il est possible que chaque communauté en ait érigé un pour représenter son village. Aujourd'hui, il n'en reste que 27 encore debout. Mais voici le cercle tel qu'il devait être à l'époque. 60 mégalithes rangés en cercle, entourés d'un large fossé, lui-même cerné par un talus de 3 mètres de haut. Cet anneau monumental était certainement une façon de signifier aux générations suivantes que cette terre appartenait aux bâtisseurs du cercle et à leurs descendants. Les indices retrouvés dans l'archipel indiquent également que les habitants entretenaient un lien étroit avec leurs morts. Leurs tombes étaient conçues comme des passages vers l'au-delà. Il y a 50 ans, un agriculteur de l'île de South Ronaldsay découvre, dans un monticule au bord d'une falaise, l'entrée d'un tumulus. Il se retrouve nez à nez avec 30 crânes humains. Lors des fouilles, les restes de 342 individus sont mis au jour. Chose étonnante, on ne dénombre aucun squelette complet. Quelqu'un ou quelque chose a éparpillé les ossements dans le tombeau. Ronald Hutton a peut-être une explication. L'accès à la tombe est difficile, salissant et incommode. On entre dans cet autre monde à 4 pattes, la tête baissée, en signe d'humilité. À l'intérieur, l'entrée débouche sur un corridor donnant sur de petites salles et 2 autres plus vastes à chaque extrémité. C'est là qu'on a découvert des piles d'ossements et de crânes. Pour Ronald Hutton, il semble que les païens revenaient régulièrement s'occuper des restes de leurs ancêtres. Il semblerait que ceux qui pénétraient ici le faisaient dans le noir. De ce fait, ils se heurtaient aux morts dans l'obscurité. Tout au plus distinguaient-ils les reflets sinistres des ossements. C'était un contact très intime avec les défunts, comme si on venait se frotter le nez contre la mort. Pourquoi les habitants de ces lieux avaient-ils un tel besoin de proximité avec leurs défunts? L'âge des disparus apporte un élément de réponse. L'étude des ossements a révélé que la plupart n'avaient pas 25 ans. Ces populations étaient composées en grande partie d'enfants et d'adolescents. Or, ceux-ci dépendaient entièrement des traditions orales, des histoires qu'on leur transmettait en chuchotant sur ce qui s'était passé avant. C'était le seul moyen de perpétuer le souvenir. Les gens mouraient jeunes, par conséquent, les morts avaient une importance particulière. L'absence de squelette complet indique que les dépouilles ont pu être démembrées et débarrassées de leur chair avant d'être mises au tombeau. Des restes d'aigles, crânes et cerfs, gisant parmi les ossements humains, laissent penser que ces animaux faisaient partie des rituels funèbres païens qui se sont déroulés ici. Il se peut que les cadavres aient été laissés à la disposition des aigles.
Une fois les ossements proprement nettoyés par les rapaces, ils étaient placés dans la tombe. Ainsi, ils pouvaient être utilisés lors de cérémonies. L'aigle était peut-être le symbole de la communauté qui vivait sur cette île. Aujourd'hui, ce cairn porte le nom de tombe des aigles. À l'époque, il faisait sans doute office de temple et de lieu de sépulture. On a vraiment du mal à définir les sites néolithiques. On les appelle des tombes, mais ce n'est pas tout à fait juste, puisque c'était aussi des temples, des lieux sacrés. Il se peut que les morts aient servi de relais entre les vivants et les divinités. Nous pouvons désormais visualiser la tombe des aigles telle qu'elle était il y a plusieurs milliers d'années. Divisée en 3 sections par des dalles verticales, elle possédait 2 compartiments à chaque extrémité, dont l'un était rempli d'ossements humains. Les salles de la partie ouest contenaient des dizaines de crânes, certains alignés le long des tas d'ossements. Au milieu des restes humains, des os d'aigle à queue blanche. L'entrée se faisait uniquement par un long boyau surbaissé. Ah, le monde des vivants, je suis tout ébloui. La tombe des aigles n'est pas le seul site funéraire païen des Orcades. À une trentaine de kilomètres au nord, le superbe tumulus de Maesaho recèle encore plus de secrets sur les rites religieux de ces peuples. L'archéologue Erika Gutmann mène l'enquête. Cet endroit est extraordinaire. Ce qui me frappe, c'est la qualité de l'assemblage des pierres. À Skara Brae, les murs sont plus grossiers. Les pierres sont utilisées à l'état brut. Ici, elles ont toutes été taillées. On voit encore les traces du travail qui a été effectué. Situé sur l'île de Mainland, Maesaho est le plus vaste tumulus des Orcades. Il a été érigé il y a quelques 5000 ans avec des pierres énormes, pesant jusqu'à 3 tonnes. L'entrée débouche sur une salle principale d'environ 4 mètres carrés et demi qui donne sur 3 petites chambres funéraires. Une disposition qui rappelle les maisons de Skara Brae. C'est vrai que cette pièce a presque les mêmes dimensions. Et lorsqu'on y pénètre, le regard porte directement à cet endroit, là où le buffet de pierre était installé dans les maisons de Skara Brae. Ces chambres qui se font face sont positionnées à l'emplacement des lits à Skara Brae. La seule chose qui manque ici, c'est le foyer. Les similitudes entre le tumulus de Maesaho et les maisons de Skara Brae sont une preuve supplémentaire que les peuples païens des Orcades croyaient en une correspondance entre le monde des morts et celui des vivants. Autre point central de leur rite religieux, le cycle des saisons. Le mot païen dérive du latin paganus, qui signifie paysan. Très conscients de leur dépendance à la nature, ils attachaient beaucoup d'attention au cycle des saisons. Les solstices d'été et d'hiver revêtaient une importance toute particulière, tout comme les équinoxes de printemps et d'automne. Cela se vérifie encore à Maesaho, qui a été délibérément construit en fonction de ces événements clés du passage des saisons. Au cours du solstice d'hiver, le soleil pénètre directement par cette ouverture pour illuminer le fond de la salle principale. Les bâtisseurs du néolithique ont donc voulu marquer ce moment-là, qui, dans la pensée païenne, était un moment très important. Pour les païens, l'hiver était le temps des morts.
la saison où la Terre n'offrait plus ses bienfaits. Le solstice en marquait la fin. Faire pénétrer la lumière du soleil au cœur de ce tombeau était un moyen de solliciter l'aide des ancêtres pour faire revenir le printemps. Mais pour capturer ainsi les rayons du soleil hivernal, les bâtisseurs de Maesao se devaient d'aligner parfaitement le tunnel d'entrée du tumulus. Comment ? Les 4 piliers aux angles de la salle principale sont un indice. Ces piliers sont une énigme. Ils ne servent pas à soutenir la structure de la tombe. Martin Caruthers, un archéologue de la région, pense que ces 4 énormes pierres faisaient partie d'un cercle aujourd'hui disparu, tout autour du tumulus. Il se pourrait bien qu'il y ait eu une série de pierres levées, et ce, bien avant la construction du tumulus. Les énormes mégalithes à l'intérieur de la salle principale étaient sans doute, à l'origine, au centre de ce cercle. Autour du site de Maesao, les archéologues ont découvert des trous qui accueillaient sans doute des pierres levées. Il est très probable que les 4 pierres imposantes à l'intérieur du monument s'alignaient déjà avec le soleil pendant le solstice d'hiver. Ce n'est qu'après que l'on a édifié le tumulus autour de ces 4 pierres en alignant l'entrée avec les rayons du soleil couchant. Au fil des siècles, le cercle de pierre a disparu et il n'est resté que le site funéraire. La communication avec le monde des morts faisait partie intégrante de la vie des peuples païens. Aujourd'hui encore, le côté mystique de ce monde disparu, révélé par certains de leurs monuments, nous trouble. Voici Stonehenge, au sud de l'Angleterre. Monument célèbre s'il en est, aménagé au néolithique et à l'âge de bronze. Des générations de chercheurs et de visiteurs se sont penchés sur l'énigme qu'il représente. Aujourd'hui, nous pouvons imaginer le site tel que les hommes de la préhistoire et de la protohistoire l'ont connu. Mais la question demeure. Stonehenge faisait-il partie d'un complexe cérémonial, aujourd'hui oublié, et destiné à créer un pont avec le royaume des morts ? Erika Gutmann nous présente une preuve que des sacrifices étaient célébrés ici, il y a 5000 ans, avant que les pierres ne soient installées. La première chose qui frappe le visiteur à Stonehenge, ce sont les pierres, bien entendu. Mais la toute première structure n'était composée que de ce talus entouré d'un fossé. Apparemment, elle servait à des rituels, car nous avons retrouvé de petites caches avec des crânes de vaches, des peaux, toutes sortes de choses. De nombreux archéologues pensent que les païens associaient les crânes de bovins, comme ceux trouvés dans le fossé, avec la mort. Des fouilles ont montré qu'à Stonehenge avaient lieu des crémations rituelles avant l'époque où les pierres ont été érigées. Les premiers mégalithes placés sur le site sont des pierres bleues, extraites des Paisley Hills au pays de Galles, à près de 250 km de là. Selon l'archéologue Mike Pitts, elles revêtaient une importance particulière. C'est l'une des grandes merveilles de cette ère. Ces pierres n'ont pas l'air bien grandes, mais nulle part ailleurs au monde, un peuple n'a été chercher des pierres aussi loin pour un site religieux. On peut imaginer que le lieu d'origine de ces pierres apportait une signification magique à Stonehenge. Regardez dans la direction d'où proviennent ces pierres, vers le pays de Galles. Vous remarquerez que vous êtes dans la direction du soleil couchant. Ça peut être un lien symbolique avec les morts, les ancêtres. On regarde vers l'autre monde, là où le soleil se couche. Les pierres bleues du pays de Galles confèrent donc à Stonehenge un lien symbolique avec le monde des morts. Mais 200 ans après leur installation, le site est remanié.
vaste chantier de remodelage est entrepris. Les pierres bleues sont réarrangées, cette fois protégées par un cercle imposant de pierres de grès locales, appelé sarsen. Au même moment, à quelques kilomètres de là, un monument très similaire est érigé sur le même plan, mais en bois celui-ci. Il y a désormais deux ensembles, l'un en pierre, l'autre en bois, que l'on appelle Woodhenge. Le monument original a disparu depuis bien longtemps et 168 piliers en béton indiquent aujourd'hui l'emplacement des poteaux de bois. Il y avait bien plus d'une centaine de hauts piliers en chêne, une vraie forêt artificielle. Ces piliers avaient une valeur symbolique. Certains devaient avoir leur écorce, d'autres devaient être sculptés ou peints, décorés. Grâce aux indices recueillis par les archéologues, il est possible de se faire une idée du site de Woodhenge tel qu'il était il y a plus de 4000 ans. La disposition des piliers de bois et la taille du cercle sont très proches du plan adopté à Stonehenge. Le site est lui aussi entouré par un fossé et un talus. Chose remarquable, l'entrée de Woodhenge est alignée avec le lever du soleil au solstice d'été. Je crois qu'il faut bien garder en tête la symbolique de ces lieux. Avec les mégalithes de Stonehenge, on associait des crânes de bovins. Ici, on a utilisé du bois, un matériau vivant, alors que la pierre est un matériau inerte, mort. Pour ces peuples, le bois est chaud, vivant, comme la chair des humains. Inversement, la pierre est froide et dure, comme les ossements des morts. Woodhenge aurait donc été un monument dédié à la vie et Stonehenge aurait célébré les morts. Un chemin de procession relie les deux sites. L'historien Ronald Hutton pense que des processions funèbres élaborées s'y déroulaient à une certaine époque. Avec Woodhenge comme point de départ, le chemin partait vers le soleil couchant, puis longeait la rivière Avon vers Stonehenge. L'eau, comme celle de l'Avon, qui coule ici, jouait un rôle important près des monuments néolithiques. Ils sont souvent construits à proximité de cet élément. L'eau relie les gens et les sépare. Elle est source de vie et de mort. Elle crée et détruit. Or, ces monuments tournent précisément autour de l'idée de mort et de vie. Le chemin de procession suit la rivière, puis s'engage dans l'avenue, un accès monumental qui mène au cercle de pierre. Ronald Hutton pense que cette avenue était autrefois bordée de pierres levées. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemblait. Elle a été effacée il y a bien trop longtemps, mais elle aurait pu ressembler à celle-ci, sur le site tout proche d'Evebury. Ce qui paraît sûr, c'est qu'elle avait la même fonction que les allées processionnelles dans toutes les religions, permettre la connexion entre le monde des vivants et l'au-delà. Avant d'atteindre sa destination, l'avenue bifurque vers l'ouest et pénètre délibérément sur le site en direction du soleil couchant. La procession était sans doute prévue pour commencer au lever du soleil à Woodhenge et s'achever à la tombée du jour à Stonehenge. C'est là qu'on célébrait le passage des défunts récents dans le monde des ancêtres. Si l'aménagement du site de Stonehenge s'est déroulé sur des millénaires, son cercle de pierre a été érigé en quelques années seulement. Au fil du temps, beaucoup de ces pierres sont tombées ou ont été emportées. Mais il est possible de visualiser l'endroit tel qu'il a servi pour les rites païens qui s'y déroulaient il y a bien des millénaires. Au centre du monument, 5 trilithes sont disposés en fer à cheval. 2 monolithes sont surmontés d'un linteau. Autour, les pierres bleues sont récupérées pour former un premier cercle, doublé par un autre en monolithes de sarsen, eux-mêmes surmontés de pierres taillées en linteau. Stonehenge et Woodhenge devaient dominer le paysage de la région.
Ce ne sont pas les seuls monuments à avoir longtemps défié toute explication. À quelques kilomètres au nord, un autre site recèle encore bien des mystères. Partons pour Silbury Hill, le plus gros tumulus préhistorique d'Europe. Élevé il y a près de 4500 ans, ce monticule d'environ 40 mètres est plus vieux et plus haut que certaines pyramides égyptiennes. Quel secret renferme-t-il ? De tout temps, l'imagination populaire a pensé que ce type de vieux tumulus cachait des trésors enfouis. À Silbury Hill, on a cherché pendant des centaines d'années en criblant la colline de tunnels. Mais voilà, on n'a rien trouvé. Aucune sépulture, aucun trésor, rien. Silbury Hill paraît n'être qu'un monticule de craie et de terre. On ignore pourquoi il a été érigé, bien que son mode de construction offre des pistes. C'est un véritable exploit qu'ont réalisé ces hommes de la fin de l'âge de pierre, car ils ne connaissaient pas le métal. Ils creusaient avec des outils en bois de serre et se servaient d'omoplates de vache comme pelle. Les archéologues estiment qu'il aurait fallu 10 ans à 700 hommes pour extraire et entasser les 255 000 mètres cubes de terre et de craie qui composent le tumulus. 2 tranches de travaux ont sans doute été effectuées. Ils ont commencé par un monticule d'environ 5 ou 6 mètres et ensuite ils l'ont surélevé jusqu'à 40 mètres. Au final, c'est une vraie colline avec une pente plutôt raide, ce qui contraste avec les mamelons naturels qu'on voit tout autour. Mais construire une colline n'est pas une mince affaire. Il ne suffit pas d'entasser des monceaux de terre et de remblais, sinon l'érosion naturelle a tôt fait de tout détruire. Ce monticule a été soigneusement pensé pour conserver sa forme. Silbury Hill n'est pas parfaitement circulaire. On pense qu'il s'agissait d'une structure polygonale, peut-être à 9 côtés. Des murets en craie superposés étaient inclinés vers l'intérieur du monticule pour assurer une stabilité optimale. Ils étaient rejoints par des murs bâtis en étoile à partir du centre de la colline. Des gravats remplissaient les espaces restés vides. Il est possible que Silbury Hill ait été construite comme une superposition de plateformes, bien qu'une autre solution soit aujourd'hui avancée. Il se peut que la structure ait été montée en spirale. C'est du moins ce que certains indices nous laissent penser. En escaladant cette éminence, je me rends compte que cette solution présentait un réel avantage. Il est plus facile d'acheminer des matériaux le long d'une rampe plutôt que par un escalier. La spirale correspond également à une forme rituelle. C'est l'une des grandes formes symboliques de cette époque. Accéder au sommet de la butte par un chemin en spirale, c'était en fait comme en dessiner une. Un tel chemin d'accès aurait facilité à la fois la construction du tumulus et son ascension lors de processions rituelles. La taille imposante de Silbury Hill évoque également un lien avec d'autres monuments remarquables de la région. Comme le cercle de pierre le plus grand au monde à Avebury. Ou encore 2 autres sites païens d'importance. West Kennet Long Barrow et le sanctuaire. L'historien Ronald Hutton veut vérifier une nouvelle théorie. Silbury Hill aurait en fait servi de plateforme de signalisation pour coordonner des cérémonies se déroulant simultanément sur ces 3 sites. Pour nous, il met cette idée en pratique. Nous allons voir si le sommet de Silbury Hill est visible depuis ses emplacements remarquables. L'archéologue Erika Gutmann lui prête main forte. Première étape, West Kennet Long Barrow. Cette longue allée couverte, terminée par une chambre contenant une 50aine de squelettes, est extrêmement bien conservée. Le site est aussi long qu'un terrain de football et moitié moins large. Nous voici à West Kennet Long Barrow. Est-ce qu'on aperçoit Ronald ?
Oui, je le vois agiter son drapeau rouge. Deuxième étape, le sanctuaire. Il ne s'agissait pas d'un monument à proprement parler, mais d'un site sacré où des arbres fraîchement abattus étaient symboliquement plantés dans le sol. Je me trouve au sanctuaire et je distingue la silhouette de Ronald au loin. Si Silbury Hill était à peine moins élevée, je ne pourrais pas la voir aussi nettement, car elle ne se découperait pas sur le ciel. Dernier arrêt, Avebury, le plus grand cercle de pierre au monde. Un anneau gigantesque de 98 monolithes enserre deux autres cercles plus petits, sans doute le site religieux le plus important de la région. Pour l'observateur au centre du cercle, le sommet de Silbury Hill n'est pas visible. Pour le voir, il faut gravir le talus qui borde les lieux. Là, je vois très clairement Ronald et son drapeau. De nouveau, sa silhouette se découpe bien sur le ciel. Silbury Hill se détache de l'horizon. Elle est plus haute que les collines alentour. La théorie de Ronald fonctionne donc, c'était peut-être bien une plateforme. Visible depuis 3 lieux différents, il est possible que Silbury Hill ait été, à certains moments de l'année, le point central de cérémonies organisées simultanément. Avebury, West Kennet et le sanctuaire obéissaient peut-être à des signaux envoyés depuis Silbury. Ces cérémonies sont encore un mystère, mais Ronald Hutton pense qu'un élément peut étayer sa théorie. Il y a une idée qui me plaît assez. Peut-être qu'en fait, Silbury Hill, bâti en craie, avait été laissé à nu. De ce fait, c'était une butte d'une blancheur éclatante sous le soleil et la lune, visible à des kilomètres à la ronde. Si cette théorie est exacte, cela voudrait dire qu'au temps des peuples païens, Silbury Hill était un cairn éblouissant de craie blanche, flanqué d'une rampe en spirale. Quiconque grimpait à son sommet était visible à des kilomètres. Ce magnifique tumulus est un des plus beaux legs que nous ont laissés les peuples de ces temps reculés. Voici Maiden Castle, dans le sud de l'Angleterre. C'est le plus grand fort en rempart de terre d'Europe. Environ 800 mètres de long sur 200 mètres de large. Ses défenses semblent imprenables. Pourtant, cette forteresse de l'âge du fer, malgré quelques traces remontant à l'époque néolithique, ne résistera pas longtemps face à l'armée romaine. Aujourd'hui, il n'en reste que quelques levées de terre. Mais pendant des milliers d'années, Maiden Castle a été un joyau militaire convoité par bien des tribus païennes avant de plier sous le joug romain. Ces ouvrages de terre sont absolument colossaux. Regardez ce grand rempart, coupé par un profond fossé et qui se poursuit de ce côté. Il culmine à 22 mètres. Imaginez les efforts que sa construction a demandé. Pour des assaillants, il fallait vraiment du courage pour se lancer contre cette levée de terre lors des attaques. En général, l'entrée d'une forteresse est aussi son point faible. Mais Maiden Castle réservait une surprise aux troupes ennemies. Voici l'entrée ouest de la forteresse. Aujourd'hui, c'est un amas confus de petites buttes, mais à l'époque, l'endroit avait de quoi surprendre plus d'un assaillant. Le principe était de dérouter l'adversaire dans ce labyrinthe, ce qui rendait l'assaut difficile. Cette reconstitution des défenses de Maiden Castle permet de mieux comprendre en quoi c'était une forteresse remarquable. 3 ensembles de fossés et de talus concentriques encerclaient la place. Au sommet du dernier talus de craie et de terre, une palissade en bois surmontée par un chemin de garde. De là, les guetteurs surveillaient les alentours et visaient leurs ennemis à l'aide de frondes. 2 tours de guet flanquaient l'entrée, empêchant toute prise d'assaut.
Lors de l'invasion romaine en 43 de notre ère, Maiden Castle est occupé par la tribu des Durotriges, qui dominent alors une grande partie du sud-ouest de l'Angleterre. Mineurs et forgerons, ils constituent une confédération puissante et frappent même leur propre monnaie. Mais l'armée qui se présente à leur porte est l'une des mieux entraînées de son temps. Elle possède un avantage technologique considérable, notamment grâce à une sorte d'arbalète nommée baliste. Le musée régional du Dorset conserve les squelettes de 2 guerriers païens trouvés sur le site, victimes de cette arme redoutable. On a retrouvé un certain nombre de tombes de guerriers de cette époque et environ une dizaine portaient des marques de blessures profondes sur le crâne. L'un d'entre eux avait même une fléchette de baliste plantée dans la colonne vertébrale. Pour atteindre les assiégés, les projectiles doivent survoler 3 énormes remparts. Pour mesurer la portée d'une baliste, Ronald Hutton décide de passer aux travaux pratiques. Une légion romaine emportait combien de ces machines? Chaque légion disposait de 60 pièces d'artillerie. Cela faisait 60 balistes placées tout autour de la forteresse. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge, les balistes étaient les armes les plus complexes qui existaient. Pour faire simple, la corde de cette arbalète sur pied était tractée en arrière par un double winch et un mécanisme à dents appelé rochet, ce qui décuplait la force de l'artilleur. Une fléchette était ensuite chargée, puis envoyée. Elle pouvait dépasser 170 km/h et avait une portée de 400 mètres. Mon Dieu, je ne l'ai même pas vu partir. Armés de leurs balistes, hors de portée des fronts ennemis, les envahisseurs romains font pleuvoir des volées de fléchettes sur Maiden Castle. Avec une fronde, on est limité en portée. Les balistes romaines, elles, n'avaient pas ce problème. Les païens, qui avaient l'habitude de combat à portée d'un jet de pierre, se sont retrouvés désemparés vu la distance pour combattre les Romains. Même du haut de leur palissade, les défenseurs n'ont pas une bonne vision du camp romain. Avec une portée de seulement 180 mètres, leurs frondes ne sont pas de taille face aux balistes ennemis. Ces armes redoutables envoient des projectiles par-dessus les remparts de terre et les palissades de bois au cœur de Maiden Castle. La mort tombe du ciel, foudroie littéralement les défenseurs. Vers l'an 50 de notre ère, la plupart de la cinquantaine de forteresses de terre encore existantes ont été conquises par les légions romaines. La vie des païens de Grande-Bretagne change sous l'influence des peuples et des idées venues de tout l'Empire romain. Bien avant la conquête romaine, ces monuments et ces villages des temps reculés ne sont plus que des souvenirs oubliés depuis longtemps. Les peuples qui les ont bâtis ont changé. Le village de l'âge de pierre de Skara Brae, le grand cercle de Brodgar et la tombe des aigles sont voués à l'abandon depuis plusieurs générations. Les techniques qui ont donné naissance aux alignements avec les solstices d'été et d'hiver à Maesao et à Woodhenge se sont perdues avec l'évolution des rites religieux. Même Stonehenge, ce joyau des monuments païens, n'est plus qu'une simple curiosité, une énigme qui enchantera et troublera les érudits pendant des siècles. Le mystérieux tumulus de Silbury Hill et le grand fort de Maiden Castle seront à leur tour utilisés par les Romains pour y installer leurs temples et leurs camps. Et tandis que ces sites tomberont lentement en ruine, le savoir et les croyances dont ils étaient les symboles disparaîtront. Aujourd'hui, nous redécouvrons peu à peu ces civilisations disparues.